Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en direct de Normandie pour la paix, on est sur le plateau de RNJ, il est midi 1. Bonjour Morgane. Bonjour Marie. Aujourd'hui en compagnie de Morgane, on accueille le journaliste Emmanuel Davidenkoff, excusez-moi. Bonjour Monsieur Davidenkoff, c'est Bonjour. un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir d'y être. Alors vous êtes journaliste, chroniqueur mais aussi essayiste. Votre parcours est vaste mais aussi complet et cela témoigne de votre attachement à la question éducative puisque vous avez travaillé pour l'étudiant. Et aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef pour Le Monde Campus, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est pourquoi ma première question un peu large est qu'est-ce que pour vous l'éducation ou qu'est-ce que devrait être l'éducation pour vous? C'est effectivement une question large. L'éducation, c'est le début, le milieu, la fin, et c'est le prisme par lequel moi, en tant que journaliste, j'essaye de comprendre le monde dans lequel on vit. C'est le début parce que c'est l'endroit quand on va à l'école, et puis il y a l'éducation des parents aussi, mais notamment quand on va à l'école, où on va à la fois acquérir des savoirs, des savoir-être, des valeurs, qui vont nous permettre à la fois de nous réaliser, mais également de vivre ensemble. C'est le milieu, c'est-à-dire la suite de nos vies, alors à la fois à travers les études supérieures, mais c'est tout ce bagage qu'on a accumulé et qui fait qu'on sera un professionnel ou un adulte. Voilà, en principe, conscient que certes il a sa destinée individuelle, mais il la partage avec 2 ou 3 autres êtres humains. Et puis après, j'allais dire, ça peut aussi être une mission de transmission de tout ça. C'est évidemment le métier de toute la communauté éducative et des professionnels de l'éducation, mais que ce soit en tant que parent ou tout bêtement en tant que personne, dans des associations, etc., on peut aussi s'engager à transmettre. Donc c'est une chaîne dans une vaste, c'est un maillon d'une vaste chaîne de transmission. Du coup, pour continuer sur ce que vous dites, quels seraient les éléments à mettre en place pour faciliter leur apprentissage et comment peut-on réinventer l'éducation ou plutôt du coup l'optimiser de manière plus pédagogique? C'est une excellente question à laquelle je vais vous répondre en 12 secondes. J'en sais rien. Ce que je constate simplement, je vais la prendre par un bout parce qu'elle est là encore très très large. Ce que j'ai pu constater quand j'allais dans les établissements scolaires, et notamment d'ailleurs dans cette académie ici à Caen, c'est que les plus beaux projets sont des projets qui permettent d'engager l'ensemble de la collectivité, donc les élèves évidemment, les enseignants, les parents, les institutions qui les soutiennent. Et que pour ces projets-là, il faut à la fois avoir un socle très rigoureux, à la fois en termes de contenu, de projet éducatif, et en même temps, il faut beaucoup de souplesse, d'adaptabilité. Donc je crois que il y a un ministre aujourd'hui qui dit je veux faire l'école de la confiance. Je ne sais pas s'il y arrive en vrai, mais en tout cas, ce mot de confiance, je pense qu'il est absolument fondamental. Et dans plein de domaines, vous parlez de réinventer. Il y a un exemple que j'aime bien autour du numérique, par exemple. Tout le monde dit qu'il faut mettre du numérique, et on l'a vu au moment de la crise du Covid, où on s'est dit on va numériser. Et finalement, ça n'a pas fonctionné aussi bien que ça aurait pu fonctionner. Moi, j'ai vu un exemple formidable d'introduction du numérique dans un établissement. C'était pas en France, c'était en Suisse. Et je vous le fais très très court, mais en fait, ils ont commencé tout simplement par montrer ce qu'on pouvait faire avec à tous les enseignants. Ils leur ont pas dit utilise tel outil, utilise telle plateforme, prends telle solution. Ils ont dit vous êtes enseignant, peut-être que vous faites déjà très bien votre travail, auquel cas vous pourriez le faire peut-être envie de le faire encore mieux. Peut-être que vous butez sur certaines choses. Regardez si là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse. Et ils ont réussi, parce qu'évidemment, les professeurs ont regardé, ils ont à cœur de faire bien leur métier, ils ont dit, oui, tiens, finalement, ça et ça. Et on a complètement dégagé la partie idéologique du débat. On n'a pas procédé, à la fois, on a procédé de manière verticale, parce qu'on leur dit, il faut l'utiliser, et en même temps, de manière très, très adaptée. Et ensuite, il fallait convaincre les parents, parce que les jeunes ont un peu tendance à être beaucoup sur les écrans, donc ils étaient inquiets que les jeunes y soient encore plus à l'école. Et quels ambassadeurs ont-ils utilisé? Les enfants. Ils ont fait une conférence en disant aux enfants, racontez aux parents ce que vous avez appris, comment vous l'avez appris. Pardon de vous répondre avec un exemple qui peut sembler modeste, mais au fond, je pense qu'il résume beaucoup de choses que j'ai pu observer sur des méthodes pour faire mieux, des méthodes pour réinventer, vous avez utilisé le mot, qui, à mon sens, peuvent fonctionner. Alors vous parliez du numérique, cela montre bien qu'on est dans un monde qui change et qui évolue de plus en plus vite. Et j'aimerais revenir sur des mots que vous aviez dit lors d'une interview pour l'Écho, il me semble. Vous parliez d'un monde hybride. J'aimerais revenir sur ce terme hybride. Est-ce que pour vous, ce monde hybride, c'est une alternative des hommes par rapport au monde, ou plutôt c'est témoin de l'assujettissement du monde par rapport aux hommes? Je crois que dans le contexte dans lequel je le disais, c'était sur le mariage entre le numérique et l'humain, parce qu'à un moment donné, tout le débat était est-ce qu'on ne va pas remplacer l'homme par la machine, etc. Et je pense que j'ai répondu hybride dans ce sens-là. Vous savez, on n'a pas eu besoin d'ordinateur pour inventer l'ordinateur. Bon, donc pour rentrer dans ce monde qui change à toute vitesse et pour lequel le numérique menace énormément de façons de faire antérieures, on n'est pas obligé d'utiliser tout le temps le numérique. En revanche, c'est vrai que pour les questions d'éducation, il pose 2 questions essentielles. La première, c'est que pendant des siècles,
On a organisé les systèmes éducatifs pour transmettre des connaissances qui n'étaient pas faciles d'accès. Aujourd'hui, elles sont hyper faciles d'accès. Pendant des siècles, on a construit des systèmes éducatifs pour vous enseigner l'esprit critique, les raisonnements. Donc, on fait de la disserte en philo, on résout des problèmes en maths, etc. Tout ça, c'est pour apprendre des process intellectuels, des mécanismes complexes. Aujourd'hui, une intelligence artificielle le fait pas forcément mieux, mais en tout cas au moins aussi bien que nous dans un tas de domaines. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus tout faire reposer là-dessus. Il faut imaginer un enseignement qui transmette autre chose. Autre chose, c'est quoi? C'est de la créativité. C'est la capacité à travailler ensemble, à construire des projets, c'est à collaborer, à formuler des questions complexes de manière transdisciplinaire, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, aucune matière, aucune discipline seule ne peut répondre à la complexité des problèmes de ce monde. Et c'est une des raisons de ma présence à Caen ici aussi, faire confiance aux jeunes, leur demander de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est ce que fait le prix Liberté. J'ai eu l'immense joie et honneur d'être président du jury cette année avec des jeunes qui venaient du monde entier. Ils sont complètement sortis des sentiers battus. Il n'a jamais été question d'école ou d'éducation pendant tout le jury. Jamais. Mais tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour définir leur méthodologie, choisir qui allait être les candidats, etc., si ce n'est pas le fruit de l'éducation, je ne sais pas de quoi c'est le fruit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout converge. Donc ce monde hybride, c'est ça que je voulais dire. Il ne faut pas s'imaginer que la machine va remplacer l'être humain. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut faire sans l'être humain. Il faut essayer de trouver l'articulation la plus fine qui soit. Et le deuxième point, et je passe très très vite là-dessus, c'est que comme le numérique change les métiers, si on veut que vous ayez, vous, la jeune génération, des compétences qui vont vous permettre de vous mouvoir dans ce monde-là, il faut bien qu'on vous les transmette à un moment ou à un autre. Alors aujourd'hui, on demande aux jeunes de plus en plus tôt de savoir quel métier ils aimeraient exercer plus tard. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas si dans 10 ans, ils existeront encore. Alors est-ce que pour vous, en ce sens, la création est destructrice ? Schumpeter, est-ce que la création est destructrice? Donc c'est un jeu de culture générale que vous me faites là. Alors, si vous parlez, et si vous faites allusion vraiment à la question de l'emploi et de l'économie effectivement destructrice qui crée des emplois, ça s'est vérifié dans beaucoup de domaines dans l'histoire jusqu'à présent, ça ne se vérifie pas systématiquement. Et il y a quand même, ça fait des dégâts. Enfin, je veux dire, il y a des métiers qui disparaissent objectivement et qui ne sont pas remplacés, ou alors qui sont remplacés par des métiers tellement éloignés que ça ne permet pas forcément aux gens de se réadapter. Moi, je pense que si on s'orientait d'un claquement de doigts, ça se saurait. Donc j'ai observé au cours de je continue à observer des jeunes qui font des choix d'orientation, puis je demande à des moins jeunes de me raconter leurs histoires depuis des années et des années. C'est une galaxie, c'est une mosaïque, c'est un truc impressionniste. Puis à un moment, on voit le tableau qui se dessine. Qu'on le voit à l'âge de 6 ans, qu'on le voit à l'âge de 30 ans ou de 40 ans, j'allais dire, c'est pas grave, pourvu qu'on réussisse à le voir un jour. Et ce qui est très important là, c'est l'articulation qui va se jouer entre le système éducatif, la famille et le jeune, autour de deux notions importantes pour moi. Il y en a une, j'ai déjà cité, c'est la confiance. Et puis, il faut apprendre à se connaître. Et peut-être que de ce point de vue-là, les systèmes éducatifs ont encore des progrès à faire, les systèmes d'orientation. Alors aujourd'hui, maintenant, ça s'est rapproché de vous, parce que c'est les régions qui sont responsables des questions d'orientation. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant. On est dans des réalités plus territoriales. Mais voilà, apprendre à se connaître, c'est pas évident. Ça peut être l'œuvre d'une vie. Et tant qu'on n'a pas commencé sur ce long chemin, je pense qu'on a du mal. Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop rentrer par la question du métier en tant que tu as envie d'être, je sais pas quoi, boucher, journaliste, charcutier, enseignant. En plus, dans ces cas-là, très souvent, on cite des métiers qu'on connaît déjà, parce qu'on les a observés, c'est normal, on va pas inventer des trucs qu'on connaît pas. Alors, la majorité des métiers, tant qu'on n'est pas rentré dans une entreprise ou dans un service public, on sait même pas qu'ils existent. Merci beaucoup, monsieur David Henkoff, d'être venu sur notre plateau ce midi. Tout de suite, on retrouve nos deux reporters spéciaux sur le village de Normandie pour la paix. Les filles, est-ce que vous m'entendez? Ok, bonjour, je suis votre envoyée très spéciale, je m'appelle Keren, je suis avec Amandine et je suis également avec des jeunes du lycée Sangor à Évreux. Comment t'appelles-tu? Isor. Enchantée Isor, donc vous avez présenté un candidat pour le prix Liberté. Quel est ce candidat? Pourquoi ce candidat en particulier et qu'est-ce qu'il symbolise pour toi? On avait présenté... je sais pas. On avait... En fait, on en avait présenté chacun un différent. Nous, on avait choisi une association sur les bancs de l'école. Et pourquoi cette association en particulier? C'était sur l'autisme et on trouvait qu'on n'en avait pas assez parlé. Qu'il fallait la faire connaître. D'accord. Merci. Amandine, tu as une question? Oui. Qu'est-ce que signifie la liberté pour toi? La liberté, pour moi, c'est que les gens fassent un peu ce qu'ils ont envie en fonction de leurs pensées.
de ce qu'ils pensent, sans être jugés. D'accord. D'autres questions, Amandine? Peux-tu témoigner de l'année dernière, du prix Bayeux de l'année dernière? Non? L'année l'année dernière, le lycée a participé également au prix Liberté. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce que tu en as eu écho? Et pourquoi vous avez décidé de revenir cette année et de représenter? J'ai pas eu trop d'écho, on savait pas trop. Bon, d'accord. Dis-moi, est-ce que vous avez déjà mangé ou vous faites le ramadan? On n'a pas déjà mangé. Ok, il y a des stands là-bas. J'espère vous revoir très bientôt. Et puis, merci beaucoup. RNJ pose ses valises au forum Normandie pour la paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.